Ma première étape, c'est la mise en mouvement, et je mets mouvement au pluriel, la mise en mouvement dans l'élan du catholicisme social. Mouvement au pluriel parce que le MCC, ou disons l'USIC, n'a pas été le seul mouvement à naître à l'époque. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu une espèce de bouillon de culture autour du christianisme social qui était très important, disons, pour situer entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Alors l'histoire est assez connue, mais je trouve qu'elle vaut la peine d'être rappelée. Hein. Tout se passe dans les années... L'essentiel se passe dans les années 1890. Mais, alors je dois dire que, je ne sais pas si c'est vrai, mais un vieil aumônier de l'école centrale, qui a été aumônier de l'école centrale pendant je ne sais pas combien d'années, qui a été aumônier MCC aussi pendant toute sa vie, et qui s'appelle Pierre Roquebert, qui est mort il y a quelques années à Lille, Pierre Roquebert m'avait dit « Oui, on dit que ça a démarré en 1892, mais ce n'est pas vrai. Ça a démarré en 1886, parce qu'en 1886, le père Pupet-Girard était régent à Ginette, et c'est à Ginette qu'il a connu, donc Sainte-Geneviève, l'école préparatoire aux grandes écoles de l'école de la rue de l'école des Postes. À l'époque, c'était à Paris. Ça a repris le même nom à Versailles, hein, qui était un quartier pas encore construit quand l'école préparatoire s'y est installée au XXe siècle. Mais à l'époque, c'était à Paris. Et donc, c'est là que Pupet-Girard et les élèves se sont connus. Et c'est les élèves qui ensuite, à l'école centrale et après, l'ont rappelé et ont essayé de faire des choses avec lui qui ont donné naissance au mouvement. Mais disons, 3 événements importants pour la mise en route. Le premier, c'est évidemment 1891 Rerum Novarum, cette encyclique du pape Léon XIII, qui est la première de toutes les encycliques sociales. La première, à prendre vraiment à bras-le-corps la question sociale, c'est-à-dire la question ouvrière. Le grand problème, c'était ça, c'était comment est-ce que... Qu'est-ce que c'est que les ouvriers? Quelle est leur place dans le système économique? Quelle est leur place dans la société? Comment peut-on vivre et travailler dans des conditions aussi précaires et aussi malheureuses? Voilà. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il faut bien voir que entre 1850 et 1900, disons, en gros, hein, ça a continué jusqu'en 1945 et après, jusqu'à presque à nos jours, mais il y a un énorme... Les campagnes sont plutôt un peu surpeuplées à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, et il y a un mouvement avec la naissance de l'industrie, il y a un mouvement de population considérable, les gens se déplacent là où ils vont avoir du travail. Les lois sur l'héritage de l'époque ne permettaient pas aux derniers des familles nombreuses de pouvoir vivre sur la terre des parents. Et donc, il fallait trouver du travail. Alors, on était journalier, on était je sais pas quoi, on avait un petit boulot, on rendait des services. Et puis, quand l'industrie naît, eh ben, on se déplace et on se construit une maisonnette. Mais c'est des faubourgs souvent très mal lotis, sans canalisation, sans le nécessaire, quoi, disons, pour vivre correctement, tel qu'on peut le voir aujourd'hui autour d'un certain nombre de mégapoles du monde où les choses ne sont pas aussi développées que dans notre société, quoi. Voilà, c'est vraiment un peu du même ordre. Et donc,
qu'est-ce qu'on fait avec cette population nouvelle qui est dans cette situation et que l'Église n'a pas encore vraiment pris en compte. Alors, le pape Léon XIII, dans cette encyclique, il promeut le dialogue, deux choses, le dialogue social comme l'unique moyen de résoudre les questions et de s'attaquer aux problèmes de justice. Et pour cela, il promeut les syndicats, l'appartenance à des syndicats, le regroupement dans des syndicats, chrétiens autant que faire se peut, à cause de la méfiance que rencontrent les croyants dans les mouvements socialistes et marxistes de l'époque, qui sont déjà pas mal avancés. Les chrétiens qui entrent là-dedans sont regardés un peu de travers et sont toujours soupçonnés d'être à la solde du patronat et des gens qui ont de l'argent et de tout cela. Mais aussi pourquoi un syndicat chrétien? Eh bien parce que Léon XIII et l'Église s'opposent à l'expropriation, ce qu'on appelait à l'époque l'expropriation capitaliste. Il y a tout un débat de Proudhon jusqu'à Marx et en passant par Léon XIII et d'autres autour de la notion de propriété privée. Et l'Église tient toujours aujourd'hui à cette notion de propriété privée parce que c'est, je dirais, c'est l'environnement de chacun qui lui est propre et dans lequel il peut développer sa liberté, ses goûts, sa relation à Dieu, sa personnalité, voilà. C'est toujours cela, à condition, bien sûr, que cette propriété privée n'amène pas à des actes de violence, n'empiète pas sur l'autre et sur la propriété privée de l'autre et sur voilà, hein, c'est bien entendu. Voilà. Donc il y a énormément de théories, de débats, de discussions autour de toutes ces questions-là. Un peu comme, enfin un peu, non, je ne sais pas, hein, mais c'est vrai que quand on pense propriété privée, des moyens de production, etc., aujourd'hui, moi, ça me fait assez immédiatement penser, ce qui est peut-être pas très juste, hein, parce que je ne le démontre pas, mais ça me fait un peu penser à la responsabilité sociale de l'entreprise, d'une certaine façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'environnement social, comment on soigne cela, comment on en est conscient, comment voilà, enfin, il y a des parentés là, il y a des parentés. Donc opposition, promotion du dialogue social et des syndicats et opposition à ce qui handicape en quelque sorte l'humanité de l'homme et opposition à la violence. Et après la parution de cette encyclique, eh bien c'est donc de manière très peu organisée et autour de quelques individualités qu'une mise en mouvement va se faire. Une mise en mouvement va se faire. Mouvement, le terme est d'ailleurs peut-être un petit peu trop fort. À l'époque, vous avez dans le nord de la France, par exemple, vous avez Patrice de la Tour du Pin qui lance les cercles ouvriers, qui avait lancé les cercles ouvriers en 1873 et qui en 1892 ou 93, juste après l'encyclique et inspiré par elle, lance la publication des cercles
de ces cercles d'études ouvriers. Et la feuille de chou, je ne me suis pas souvenu du nom et je n'ai pas eu le temps de la rechercher, mais ce petit bulletin de réflexion sur la condition, la vie ouvrière, les améliorations, les discussions autour de cela, existait encore dans les années 1980. C'était publié dans le Pas-de-Calais, c'était publié à Arras, et l'ICAM continuait d'être abonné à cette petite feuille qui avait été fondée par la Tour du Pin à la fin du XIXe siècle. Plus proche de moi, parce que je suis originaire de Reims, Léon Harmel avait lancé son usine chrétienne, entre guillemets, mais c'est comme ça qu'il l'appelait, son usine chrétienne au Val-des-Bois. C'était une usine textile où les ouvriers... Les ouvriers vivaient à la campagne dans des conditions qui étaient assez bonnes, beaucoup de choses étaient faites avec les ouvriers pour les ouvriers. On voyait dans cette usine une sorte de modèle, avec tout de même, le problème, c'est que c'est le patron qui organisait tout ça. Voilà. Il y a eu beaucoup de tentatives comme ça. Moi, je me souviens, par exemple, dans un autre lieu près du domaine de la famille de ma mère, là dans la Haute-Marne, aux confins de la Haute-Marne et de l'Aube. Mes ancêtres étaient maîtres des forges de Clairvaux. Et il y avait à Bailleul, près de Clairvaux, une cristallerie. Et la cristallerie avait développé, parce que dans Bar-sur-Aube, c'est quand même pas une capitale, vous voyez, et puis Clairvaux non plus. Donc, alors ils avaient développé un tas de choses, des gymnases, une piscine, du sport, tout un tas d'activités. Sauf que si un ouvrier était renvoyé de l'usine ou quittait son travail, il quittait tout. Il quittait le logement, il quittait toutes les infrastructures auxquelles il pouvait avoir droit. Et ça, c'était encore assez récemment. Enfin, je suis âgé, mais enfin, disons, dans les années 50, quoi. Et la cristallerie a fermé il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà, quelque chose comme ça. Mais alors, il y a eu comme ça des tentatives pour... ça ne remet pas du tout en cause la bonne volonté des gens qui ont organisé ça, qui y ont investi beaucoup d'argent, etc. Hein, c'est pas ça. Mais la question, c'est les ouvriers, et cette population qui est employée, qui n'est pas maître de l'entreprise. Quelle est sa participation? Quelle est sa liberté? Quel mot a-t-elle à dire sur son travail, voilà. Donc, Rerum Novarum joue comme un signal qui va engendrer et encourager tout un mouvement de réflexion et d'action à partir de l'Église autour de la question sociale. Là se situe exactement l'initiative du père Henri-Régis Puppet-Girard et des 25 élèves de Ginette admis à l'école centrale, à l'origine de ce qui deviendra l'USIC et bien plus tard le MCC. Et c'est ça le second événement. Au point de départ, une amicale d'élèves. En fait, c'était une union de prière. D'ailleurs, ça s'appelle l'UIC, Union Union industrielle catholique. Union des ingénieurs catholiques, pardon. Union des ingénieurs catholiques. Autrement dit, ça n'a pas de statut. C'est une amicale, c'est une union gratuite. Mais le père Puppet-Girard, lui, en fait un cercle d'études sur la condition ouvrière. Et il donne ce goût
de l'intérêt, enfin de sortir d'eux-mêmes pour aller voir sur place et pour s'intéresser à la vie ouvrière, il donne ce goût-là à ses élèves de l'école centrale. Et donc, quelque chose de très petit, de très modeste, puisque ça concerne 25 personnes. C'est un cercle d'études et de travail, de pensée, disons. C'est quelques retraites, ou quelques récollections dans l'année, qui font le point de départ de cette union. Dans un climat de pensée et d'action politique très marqué par l'anticléricalisme, et l'athéisme. On est dans une société dans les années 90 à 1910 en France, ce que l'on a appelé la Belle Époque, et la Troisième République, hein, pas tout à fait le début, mais la Troisième République est assez bien partie, et elle est très anticléricale. C'est dans ces années-là que se forge la loi de séparation de l'Église et de l'État, que les initiatives catholiques sont à la fois... C'est terrible parce que du côté de l'économie et de la société, elles sont prises comme le côté patronal uniquement, et du côté politique et social et culturel, elles sont prises pour un retour de l'ancienne France, un retour de l'ancien régime, un retour d'une France chrétienne. Et donc, il faut barrer ça, absolument. Vous avez même à l'époque des députés ou des hommes politiques chrétiens, notoirement chrétiens, qui rayent le catholicisme et toute initiative catholique de leur programme, sinon ils ne seront pas élus. Il y a des... Voilà, on est dans cette situation-là. Moi, je me souviens que c'était l'époque, enfin je ne me souviens pas, mais c'était l'époque où mon arrière-grand-père paternel était président du tribunal de Dunkerque. Et il a eu à gérer, enfin à statuer sur les écoles catholiques privées et sur le statut des écoles catholiques privées. Et lui tenait absolument à l'idée que rien que la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Et il s'est fait un peu massacrer, enfin, il a laissé des souvenirs mitigés à cause des deux côtés, à cause de cette position-là, quoi. C'est une époque où la Troisième République a le sentiment que pour réussir, il faut absolument bannir des grands corps d'État tout ce qui est religieux. Tout ce qui est religieux, tout ce qui est noblesse, tout ce qui est ancien régime et qui rappellerait l'ancien régime. Il y a eu les réactions napoléoniennes, il y a eu beaucoup de choses comme ça. On est dans un contexte un petit peu bizarre, mais voilà. Ce sont toutes les lois anticongréganistes. Oui, c'est ça, toutes les lois anticongréganistes, absolument, tout à fait. Et puis les exils, hein, beaucoup de gens sont, beaucoup de gens sont partis en exil à ce moment-là. Donc, créer quelque chose de catho et de social, à ce moment-là, fallait quand même, c'est quand même pas tout à fait évident, quoi. Et donc, vous comprenez bien que c'est quelque chose d'assez modeste et qui va rester assez modeste jusqu'à la guerre de 14 inclusivement. Il y aura davantage que les 25 premiers, hein, bien sûr, mais voilà. Troisième événement, le rôle de la Compagnie de Jésus qui entre résolument dans ces questions sociales nouvelles
parce qu'elle est soutenue par Rome, et malgré la persécution légale dont les jésuites font l'objet à l'époque, on vient de le rappeler, les jésuites soutiendront, et encore maintenant très fortement, le développement et la mise en œuvre de la doctrine sociale de l'Église. Alors ils ne sont pas les seuls, à vrai dire, ils ne sont pas les seuls, mais ils le prennent vraiment en charge, ils le font, et cette époque, les années 90 et le début des années 1900, sont une période où l'on crée dans la compagnie des choses qui continuent d'exister aujourd'hui, hein. L'action populaire, devenue le CERAS, et voilà, avec la revue de l'action populaire qui est devenue la revue Projet, et puis, mais aussi l'ICAM de Lille, qui est créé en 1898, et qui est créé sur un schéma, sur un projet d'un ingénieur de l'école centrale, et qui est créé comme une école d'ingénieurs, alors que les arts et métiers à l'époque n'étaient pas école d'ingénieurs. Alors c'est intéressant parce que vous voyez le fil et le réseau, le système réseau. C'est les élèves de Centrale travaillent cette question sociale avec Puppet-Girard, et c'est un centralien qui vient créer le système d'études de l'ICAM, qui dès le début va être une école, mais dès le début, dès les premières années, 1901, 1902, etc., dès le début, l'ICAM va former bien sûr des ingénieurs, mais aussi des ouvriers dans les cours du soir. L'outil de travail est ouvert à tout le monde. L'outil de travail n'est pas réservé à ceux qui le possèdent. C'est-à-dire qu'à la fois dans le travail intellectuel, dans la pensée et dans l'action, il y a une petite mise en œuvre de cette doctrine sociale de l'Église et de ce souci des travailleurs, des ouvriers, de leur promotion, de leur qualification, etc. Le centre Laennec aussi. Oui, centre Laennec aussi, oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de choses qui se créent et qui se développent à partir de la compagnie à ce moment-là. Mais on pourrait dire des choses quand même très semblables des Lassaliens, les frères de Saint-Jean-Baptiste de La Salle, hein, les CAM de Lyon datent des mêmes années, hein, et initialement ça aurait dû être les Lassaliens qui auraient dû fonder l'ICAM de Lille, et puis en fait le projet n'a pas abouti, je ne sais pas quoi. On pourrait dire aussi la même chose des Salésiens, qui ont lancé aussi pas mal de choses en direction de la jeunesse ouvrière et de sa qualification, de sa formation, etc. Et puis, on pourrait dire aussi, il faut dire aussi beaucoup de choses du clergé diocésain, mais le clergé diocésain a tendance, lui, à s'investir de manière très forte dans les toutes récentes universités catholiques qui sont créées et construites à l'époque en réaction contre ce mouvement de laïcisation que j'évoquais tout à l'heure. Et en particulier à Lille et à Lyon, vont inclure dans leur système universitaire des écoles d'ingénieurs. HEI est fondée en 1885. Et HEI est fondée dans la perspective de former des ingénieurs chrétiens, des ingénieurs qui portent aussi la doctrine sociale de l'Église, voilà, hein, c'est quelque chose comme ça. De HEI sortira l'EDEC un peu plus tard, et puis je ne sais plus trop quelles autres écoles, l'ESTIT, l'école textile, et puis d'autres affaires, enfin voilà. Alors, comment se développe ce petit mouvement qui est parti de cette amicale d'aumônerie, on pourrait dire? 1906
J'avance lentement, après j'irai plus vite, hein, rassurez-vous. Mais je trouve que ça vaut la peine de raconter un peu les origines. 1906, c'est une date très importante dans l'histoire sociale de la France. Et il se trouve dans l'histoire du MCC. Dans l'histoire sociale de la France, c'est la charte d'Amiens. Et la charte d'Amiens, c'est une charte que ratifie sous la houlette de la CGT, qui est le plus gros syndicat à l'époque, hein, tous les syndicats partisans de la lutte des classes et partisans de l'expropriation capitaliste, c'est-à-dire de la socialisation des moyens de production. C'est ça que ça veut dire. Et cette année-là, l'UIC, à cause de cela, se disperse, enfin disparaît, et se dit qu'elle doit adopter un statut syndical si elle veut porter ce sens social chrétien de manière plus forte dans ce contexte. Et donc, 1906, c'est la fondation de l'USIC. C'est la fondation de l'USIC qui a pour but de développer la dimension sociale de l'ingénieur, de l'intéresser à la question sociale, à tout ce qui peut humaniser ou déshumaniser l'homme dans le travail. Son but, et je crois que ça c'est dans les statuts, son but c'est de développer l'esprit chrétien dans les milieux dont les membres de l'USIC ont la responsabilité. Voilà. En même temps, elles mettent au point une méthode de travail et des types de réunions et de publications qui sont attirants pour l'époque. Un peu à l'instar des cercles d'études d'Albert Demain ou de Patrice Latour-du-Pin ou de ces gens-là, elles procèdent par commission. Et là, vous allez retrouver les méthodes de travail du MCC quasiment depuis l'origine. Il y a un problème, on crée une commission et on s'attaque au problème à bras-le-corps. On procède par commission où on réfléchit toutes sortes de thèmes de recherche sur le travail et la société. On prend soin, l'analyse compte beaucoup, on prend soin d'analyser rigoureusement les éléments des problèmes rencontrés, de manière à pouvoir ensuite porter un jugement sur les pratiques que l'on repère et sur leurs effets sur les personnes. Et à partir de là, on peut élaborer des propositions et tout cela est rassemblé sous le terme de doctrine de l'USIC. Dans ces commissions, évidemment, les jésuites et les prêtres sont très présents, tout comme dans les publications et les congrès. C'est aussi l'invention des congrès à ce moment-là. Ce sont des lieux, au fond, ce sont toutes ces instances, commissions, congrès, publications, ce sont des lieux d'accompagnement, on dirait aujourd'hui, mais ce sont surtout des lieux, au fond, d'enseignement, d'éclairage, de discernement, où les accompagnateurs, où les religieux et les prêtres jouent un rôle qui est décisif, finalement, qui est très actif. Après la Première Guerre, alors on n'a pas trop d'idées, ou alors il faudrait vraiment regarder dans les archives, je ne sais pas, mais on n'a pas trop d'idées sur les chiffres à ce moment-là. On commence à avoir des chiffres un peu sérieux et connus après la guerre de 14. Et après la Première Guerre, après la guerre de 14, l'USIC a environ, enfin en 1935, l'USIC déclare 11 000 membres, ce qui est pas mal, quoi. Ce qui n'est pas énorme non plus, hein. D'autres organisations professionnelles en ont davantage. Mais... Il y a un chercheur qui m'a dit qu'en 1936,
il devait y avoir à peu près 30 000 ingénieurs en France, Oui, dont 11 000 oui, c'est ça. donc C'est la proportion aussi qui est importante. oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Oui, oui. 11 000 sur 30 000 ingénieurs. Oui, 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 tout à fait. C'est dans le bouquin de, oui, oui, de Grelon et Brémondard, c'est tout ça, oui, oui, oui. Ce qui en fait, à l'époque, le premier en nombre, le premier syndicat d'ingénieurs en France. Et donc, dans les négociations avec la CGT et la CFTC, l'USIC, dans toutes ces années d'après-guerre, l'USIC représente les ingénieurs salariés et elle va négocier beaucoup d'accords de branche et de conventions. Et l'USIC donnera ensuite, à travers le passage par un autre syndicat qui s'appellera SIS, 6, elle donnera naissance à la CGC. Mais ça, ce sera dans les années 40, pendant la guerre. Là, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait suivant. L'USIC attire. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au pape François qui, dans un texte, un des nombreux textes qu'il a écrits et publiés, dit que dans l'Église, l'Église ne procède pas par prosélytisme, la mission de l'Église ne progresse pas par prosélytisme, mais par attirance. Par attirance. Voilà. Et je crois que ce qui attire dans l'USIC, au fond, c'est sa rigueur. Moi, je dirais ça comme ça. Je ne donnerais pas à ce mot rigueur un sens négatif, hein, pas du tout. Au contraire, c'est qu'on prend le soin de regarder, d'abord d'aller vers les problèmes décisifs, de les analyser, de proposer des alternatives ou des solutions et de voir comment ça marche. Et je crois que c'est ce sérieux de l'USIC qui fait que de plus en plus d'ingénieurs viennent vers elle, alors que ce ne sont pas forcément des gens qui se seraient syndiqués ou qui seraient chrétiens à la base. La foi vient porter un travail sérieux sur la société et le travail. Et ça, je pense que là, il y a quelque chose de très important dans la démarche synodale, justement, de ce côté-là, quoi.